Nichée entre la Virginie, le Tennessee et la Caroline du Sud, la Caroline du Nord abrite à la fois de magnifiques plages le long de la côte atlantique et de spectaculaires chaînes de montagnes verdoyantes, dont les Great Smoky Mountains. Cependant, elle abrite également de nombreux mystères. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons explorer 2 disparitions étranges et non résolues en Caroline du Nord. Pretty Ashley Porter. Née le 2 avril 1987, Pretty Ashley Porter, qui utilisait son deuxième prénom, menait une vie plutôt ordinaire. Après son diplôme d'Ashbrook en 2007, elle a occupé divers emplois dans le secteur manufacturier. Elle menait une vie assez saine, car elle ne consommait pas de drogue, buvait rarement et n'a jamais eu de problème avec la police. Le 19 avril 2009 a commencé comme n'importe quel autre jour. Le matin, Ashley est allée à l'église avec sa mère, Tanya Davis. Plus tard dans la soirée, elles ont dîné avec leur famille élargie et le beau-père d'Ashley. Ensuite, la jeune femme de 22 ans a passé un peu de temps en ligne puis est allée parler à un voisin. À 22h, Ashley est rentrée chez elle sur Windy Hill Drive à Gastonia et a dit bonne nuit à sa mère avant de se retirer dans sa chambre. Le lendemain matin, Tanya a frappé à la porte de la chambre d'Ashley pour prendre un manteau dans son placard. Cependant, la jeune femme de 22 ans n'a pas répondu et lorsque Tanya a essayé la porte, elle a découvert qu'elle était verrouillée. Inquiète, elle et son mari ont forcé la porte. À l'intérieur, ils ont vu que la moustiquaire de la fenêtre de la chambre avait été retirée et posée au sol. Le sac à main et le téléphone de sa fille étaient là, mais Ashley avait disparu. Il semblait que lorsque Ashley était partie cette nuit-là, elle n'avait rien emporté avec elle. Son argent était resté intact et elle n'avait pris aucun vêtement supplémentaire ni préparé de sac, quel qu'il soit. Cela suggérait qu'elle ne prévoyait pas de partir longtemps et qu'elle avait l'intention de rentrer chez elle. Sa mère, Tanya, partageait ce sentiment, pensant qu'Ashley était sortie par la fenêtre pour parler à quelqu'un et qu'elle comptait revenir peu de temps après. Elle a remarqué que sa fille n'utilisait jamais la fenêtre pour entrer ou sortir normalement de la maison. Cependant, comme Tanya pensait que la jeune femme de 22 ans était simplement avec des amis, Ashley n'a été signalée disparue que le 27 avril, soit une semaine entière après qu'elle ait été vue pour la dernière fois. Faute d'informations, il n'est pas clair si Tanya a contacté les amis d'Ashley ou mené des recherches pour retrouver sa fille durant cette période. De plus, après qu'Ashley ait été signalée disparue, sa famille a indiqué aux autorités que l'un de ses ex-petits amis était violent et, par conséquent, n'était pas le bienvenu chez ses parents. Cela a mené à des spéculations de Tanya et des détectives amateurs sur Internet. Ashley serait sortie voir son ex-petit ami ou celui-ci serait venu à la fenêtre pour la convaincre de partir avec lui. Cependant, les détectives amateurs se sont également posé la question suivante. Pourquoi attendre une semaine pour signaler la disparition de votre fille, sachant qu'elle avait un ex-petit ami violent? Malheureusement, nous n'avons pas de réponse à cette question. En 2017, Tanya a ajouté « Ça te fait un peu réfléchir? Est-ce que c'était quelqu'un qui n'était pas à l'aise de frapper à ma porte, de sonner à ma sonnette, au point d'aller à la fenêtre pour attirer son attention au lieu de venir à la porte? Ce n'est pas normal, non, qu'elle sorte par la fenêtre. » Au début, les autorités ne pensaient pas qu'Ashley était en danger, mais cela a changé par la suite, et ils pensent maintenant que la jeune femme de 22 ans a été victime d'un acte criminel. En 2017, ils ont déclaré qu'ils gardaient ce qu'ils savaient secret afin de ne pas compromettre l'enquête. L'ex-petit ami d'Ashley n'a jamais été identifié publiquement et il n'a pas été révélé s'il est suspect ou personne d'intérêt dans cette affaire. Depuis sa disparition, Tanya a conservé beaucoup d'affaires d'Ashley. Sa chambre est devenue la salle de jeu de sa nièce. Pretty Ashley Porter a été vue pour la dernière fois le soir du 19 avril 2009 vers 22h. Elle a dit bonne nuit à ses parents dans leur maison sur Windy Hill Drive à Gastonia, en Caroline du Nord, avant d'aller se coucher. Ashley est une femme afro-américaine avec des cheveux noirs, des yeux marrons et un piercing à chaque oreille. Elle portait parfois des lunettes, mais ne les a pas emportées lorsqu'elle a quitté son domicile. Elle mesure environ 1,60 m et pesait entre 64 et 68 kg la dernière fois qu'elle a été vue.
Elle a un tatouage sur les fesses, une cicatrice de brûlure sur la main gauche entre le pouce et l'index, et un grain de beauté au milieu du front. La dernière fois qu'elle a été vue, elle portait un collier en or 14 carats avec le nom Pretty dessus. Un collier en or 14 carats avec un pendentif en forme de cœur, des baskets grises, et elle portait peut-être un jean et un t-shirt noir avec l'inscription « Mets-lui une bague au doigt ». Elle utilise son deuxième prénom, Ashley. Si Ashley est toujours en vie, elle aura 34 ans. Si vous avez des informations concernant sa disparition, vous pouvez appeler le département de police de Gastonia au 704 866. Jamie Fraley. Jamie Michelle Fraley est née le 5 mars 1986. Ayant eu des problèmes de santé dès l'enfance, elle n'était pas censée atteindre l'âge adulte, mais elle y est parvenue. En grandissant, on lui a diagnostiqué un trouble bipolaire et un trouble anxieux. Cependant, avec la bonne combinaison de médicaments, elle a pu mener une vie assez ordinaire. Jamie a obtenu son diplôme du secondaire et a commencé des études à temps partiel au Gaston College, un établissement d'enseignement supérieur de proximité à Dallas, en Caroline du Nord. Elle avait l'intention de devenir conseillère en toxicomanie, un choix de carrière motivé en partie par sa nature bienveillante et sa passion pour aider les autres, mais aussi par sa rencontre avec Ricky Simmons Jr. en 2006, alors qu'elle n'avait que 20 ans. Le couple s'est tout de suite entendu après leur rencontre et on les décrivait comme inséparables. Ils se sont fiancés peu de temps après et ont emménagé ensemble dans un appartement à Gastonia. Ricky avait un passé criminel et avait été arrêté à de nombreuses reprises pour des délits mineurs. Début 2007, il a été condamné à 15 mois de prison d'État pour vol. De plus, il avait lui-même des antécédents de problèmes de toxicomanie. Il était encore incarcéré lorsque Jamie a disparu au printemps 2008. Le 7 avril 2008, Jamie, âgé de 22 ans, s'est rendu 2 fois à l'hôpital. On lui a diagnostiqué une gastro-entérite et on lui a donné des médicaments pour l'aider à gérer cette maladie temporaire avant de la renvoyer chez elle. Vers minuit cette nuit-là, elle a appelé sa mère, Kim, et lui a dit qu'elle était de nouveau malade. Puis, à 1h30 du matin, elle a appelé une amie et a mentionné que quelqu'un venait la chercher pour l'emmener à l'hôpital car elle n'avait pas de permis de conduire elle-même. L'amie a déclaré à la police que l'appel avait été coupé après que Jamie lui ait dit que la personne qui devait l'emmener était arrivée. La jeune femme de 22 ans n'a pas précisé l'identité du conducteur. Cet appel a été la dernière fois que quelqu'un a eu des nouvelles de Jamie. Elle a quitté son appartement au Copperfield Apartment Complex, situé dans le bloc 1800 de Llewellyn Bethesda Road, et n'a plus jamais été revue. Le lendemain, l'assistante sociale de Jamie l'a emmenée à une réunion importante avec l'administration de la sécurité sociale. L'assistante a frappé à la porte et a attendu, mais Jamie n'a pas répondu, alors elle est repartie. La famille de Jamie n'a pas non plus réussi à la joindre et s'est inquiétée au fil de la journée. Le 11, la police a effectué une vérification de bien-être à la demande de sa famille. L'appartement était fermé à clé et, à l'intérieur, il n'y avait aucun signe de lutte. Jamie avait oublié son sac, portefeuille, clé et carte d'identité. Les autorités ont supposé qu'après avoir appris que Jamie était bipolaire, la jeune femme de 22 ans était partie de son propre gré. Sa famille n'y croyait pas et, après la visite de la police, la cousine et la tante de Jamie ont vérifié les lieux elles-mêmes. À l'intérieur de l'appartement, les deux femmes ont trouvé du vomi séché partout. Elles ont également trouvé ses chaussures préférées, mais les lacets manquaient et Jamie ne les portait jamais sans eux. Le 13 avril, le téléphone portable de Jamie a été retrouvé par un employé des services publics à l'intersection de South New Hope Road et East Hudson Boulevard, à environ 5 km de chez elle. Des appels avaient été passés depuis le téléphone vers 4h30 du matin, le jour où la jeune femme de 22 ans a disparu, mais la police a déterminé qu'il n'était pas lié à sa disparition soudaine. Jamie avait également reçu un appel vers 5h00 du matin, ce même matin, mais les enquêteurs n'ont pas pu déterminer qui en était l'auteur. Au moment où les forces de l'ordre ont récupéré l'appareil, ils ont affirmé qu'il avait été manipulé par trop de personnes différentes pour qu'il soit utile comme preuve, mais ils ont conclu qu'il avait probablement été jeté d'un véhicule en mouvement. Après la découverte du téléphone de Jamie, la police s'est mobilisée, fouillant les zones boisées avoisinantes, faisant venir des chiens pisteurs pour aider à l'exploration et interrogeant des suspects potentiels. Les enquêteurs ont découvert qu'aucun hôpital n'avait de traces de l'admission de Jamie dans la matinée du 8. La seule personne d'intérêt dans l'affaire de Jamie était le père de son fiancé, Ricky Simmons Sr. Simmons effectuait la maintenance et vivait aussi au complexe Copperfield.
Le 7 avril, la veille de sa disparition, Simmons avait emmené Jamie à l'hôpital, tandis qu'une voisine l'avait ramené chez elle. À noter, Simmons, 49 ans, avait refusé un test au détecteur de mensonges et avait un casier pour fraude, vol et infractions liées à la drogue. Dans les années 80, il a purgé 6 ans de prison pour homicide involontaire après avoir étranglé son ex-petite amie à mort. Condamné à 20 ans, il a été libéré plus tôt pour bonne conduite. La police a décrit Simmons pendant l'enquête comme non coopératif, froid et manipulateur. Apparemment, après la disparition de Jamie, il a dit à sa mère qu'elle avait été enlevée et que la personne qui l'avait prise n'était pas encore prête à la rendre. Cependant, l'affaire a pris un tournant en juin 2008, lorsqu'une ex-petite amie de Simmons a remarqué une odeur nauséabonde et persistante provenant de sa voiture. Lorsqu'elle a ouvert le coffre, elle a trouvé son corps, ainsi qu'un trousseau de ses clés et l'un de ses sacs à main. L'ex, une femme nommée Kim Sprunger, venait tout juste demander une ordonnance de protection contre Simmons. Les autorités pensaient qu'il s'était caché dans le coffre pour tendre une embuscade à Sprunger, mais s'était retrouvé piégé et était mort d'un coup de chaleur. Il avait de l'alcool et des drogues illégales dans son organisme. Après sa mort, la police a annoncé qu'elle pensait qu'il était impliqué dans la disparition de Jamie, mais qu'elle ne disposait d'aucune preuve concrète le liant à l'affaire. Après sa libération, Ricky Jr. a emménagé chez la famille de Jamie et les a aidés à chercher leur fille disparue. Simmons et les Fraley pensaient tous les deux que Simmons Sr. avait quelque chose à voir avec la disparition. La mère de Jamie a dit qu'il cachait quelque chose que nous n'avons jamais pu lui faire avouer. Ricky Jr. partageait ce sentiment, mais il a ajouté à une chaîne de télévision locale « D'abord, ma fiancée disparaît, puis mon père grimpe dans un coffre et meurt. Est-ce que ça a du sens pour quelqu'un ?» En 2015, un meurtrier condamné nommé Jerry Douglas Case a avoué avoir tué Jamie. Case était jugé pour le meurtre d'un jeune de 17 ans en 1985, bien que la mort ait d'abord été considérée comme un accident. Cependant, en 2012, il a écrit une lettre au Gaston Gazette dans laquelle il avouait le rôle qu'il avait joué dans le crime. Il était déjà en prison pour un autre meurtre à ce moment-là. En 2015, il a de nouveau écrit une lettre au Gaston Gazette, revendiquant la responsabilité du meurtre de Jamie Fraley et d'une femme qui a été abattue et tuée chez elle, maison qui a ensuite été incendiée. Cependant, Case était en prison au moment de la disparition de Jamie, et les enquêteurs ne pensent pas qu'il ait été impliqué. Il existe quelques théories dans l'affaire de Jamie, mais la plupart concernent l'implication de Simmons Sr. Certains enquêteurs en ligne pensent que Jamie, ayant arrêté sa médication, aurait disparu lors d'une crise de santé mentale et été victime d'un inconnu, mais la plupart accusent Simmons Sr. Il a été supposé que Simmons, qui était connu pour être charmeur avec Jamie, bien qu'elle n'ait jamais répondu à ses avances, aurait tenté de séduire la jeune femme de 22 ans et aurait été en colère après avoir été rejeté. Certains se sont demandé si ces lacets avaient servi à l'attacher ou comme arme. Une autre théorie est que Jamie est morte de sa maladie et que Simmons a paniqué et a abandonné son corps, ou bien qu'elle est tombée dans le coma et qu'il a cru qu'elle était morte. Bien que l'affaire ait été présentée dans un épisode de Disappeared en 2012, la disparition de Jamie reste non résolue et les pistes sont rares et espacées. Jamie Michelle Fraley a été entendue pour la dernière fois vers 1h30 du matin. Le 8 avril 2008, alors qu'elle se trouvait encore dans son complexe d'appartements situé dans le bloc 1800 de Llewellyn Bethesda Road à Gastonia, en Caroline du Nord. Jamie est une femme blanche, blonde aux yeux bleus. Elle mesure environ 1,43 à 1,47 mètres et pesait entre 40 et 45 kilos lors de sa dernière apparition. Au moment de sa disparition, elle portait un jean bleu et un grand t-shirt blanc. Jamie a le prénom Ricky tatoué sur la cheville et souffre de troubles bipolaires et d'anxiété. Elle n'avait plus son traitement lorsqu'elle a disparu et souffrait d'une gastro-entérite. Si elle est toujours en vie, elle aura 35 ans. Si vous avez des informations concernant la disparition de Jamie, vous pouvez appeler le service de police du comté de Gaston au 704 866 3320 et voilà les faits. Merci de laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres théories et spéculations. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine.